Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève actuellement, il est 16h50, nous sommes vendredi au moment où j'enregistre ce podcast, aura été marqué par la publication mardi des chiffres d'inflation aux États-Unis. C'était le gros rendez-vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Des progrès sur l'inflation. Alors qu'on peut regarder sous forme de progrès, certes. On passe de 3,8 pour l'inflation sous-jacente à 3,6%, donc 0,2% de progrès entre le mois de mars et le mois d'avril pour l'inflation principale, l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation principale pour la Fed, celle qui est hors alimentation et hors énergie. Et on a également eu des progrès sur l'inflation, c'est l'inflation globale. Mais on reste quand même assez focalisé sur l'inflation sous-jacente, parce qu'encore une fois, que ce soit l'inflation CPI ou PCE, ces deux mesures d'inflation, notamment aux États-Unis, eh bien, pour la Fed, ce qui compte, c'est surtout l'inflation sous-jacente, donc hors alimentation et hors énergie. Alors, qu'en est-il des progrès réalisés? Qu'en est-il des progrès sur les 8 derniers mois, l'inflation sous-jacente, CPI, a ralenti de 0,5%. 0,5% en 8 mois. Ce sont donc des progrès qui sont très limités. C'est le constat qui avait été fait par les différents membres de la Fed avant la publication de ces chiffres et après également. On va en reparler dans quelques instants parce qu'il y a eu pas mal de déclarations de membres de la Fed après ces chiffres d'inflation et aucun d'entre eux ne crie victoire. Tous prônent pour la patience, constater de progrès supplémentaires avant d'aller chercher les premières baisses de taux. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même satisfaisants d'un point de vue de la tendance quand même. Mieux vaut des chiffres qui ralentissent que des chiffres qui rebondissent, ça c'est très clair. Mais la question à ce stade qui se pose, c'est celle de la vitesse de ralentissement. Et surtout, je pense, la question qui va se poser dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la question de la vitesse du ralentissement de l'inflation par rapport à la trajectoire de l'économie américaine. Pourquoi on dit ça? Parce que si on observe bien ces dernières semaines, les publications macroéconomiques américaines, que ce soit les ventes au détail ou la production industrielle, ou certains indicateurs avancés d'activité comme l'ISM Service, qui est très important donc, pour la partie d'activité américaine, qui est une économie majoritairement de services. 80% de l'économie américaine sont des services, et on a eu donc une contraction de l'indice d'activité dans le secteur des services. Eh bien, on peut se poser la question de est-ce que la politique monétaire restrictive de la Fed, qui est en place donc depuis un certain temps maintenant, ne commencera-t-elle pas dans les mois qui viennent, et ça a peut-être déjà commencé, à freiner un peu l'économie américaine? Ce qui n'est pas un effet non recherché par la Fed. La Fed, ce qu'elle souhaite, c'est que l'inflation aille vers l'objectif, et Jérôme Powell avait déjà prévenu de ça il y a quelques temps, qu'il fallait que la croissance américaine revienne un peu sous le potentiel pendant quelques temps pour trouver cet objectif. Et donc, c'est désormais une course de vitesse entre, d'un côté, le rythme de ralentissement de l'inflation et de l'autre côté, probablement, le rythme de ralentissement de l'économie américaine. On observe des signes d'ailleurs sur le marché de l'emploi qui sont assez légers pour l'instant, mais quand vous regardez différents critères comme les emplois vacants, par exemple, il y a un peu moins d'emplois vacants qu'il y a plusieurs trimestres de cela, donc on a un ralentissement comme ça des emplois disponibles. Ils sont toujours à plus de 8 millions, donc c'est toujours un chiffre important, mais on n'est plus aux 12 millions d'emplois vacants qu'on avait vraiment dans la période d'euphorie économique, notamment, qui avait suivi la période un peu post-Covid, où l'économie américaine créait massivement des emplois et il y avait besoin de beaucoup de travailleurs. Aujourd'hui, le nombre de travailleurs requis, finalement, a quand même diminué, le nombre d'emplois vacants a diminué, ce qui est un signe que le marché d'emploi se détend un petit peu. On se souvient aussi des chiffres du rapport sur l'emploi. On avait eu des chiffres de 175 000 créations d'emplois. C'était le chiffre le plus faible, entre guillemets, depuis octobre dernier. Le taux de chômage qui rebondit un petit peu. On a vu que les salaires également ralentissaient un petit peu en dessous de 4% de progression annuelle. Donc, on voit que les inscriptions hebdomadaires au chômage également. La semaine dernière, c'était 231 000. Cette semaine, c'est 222 000. C'est des chiffres qui sont un peu au-dessus de la moyenne qu'on avait les dernières semaines et les derniers mois, où on était plutôt dans une fourchette 220 000. Là, on passe un petit peu au-dessus de ces niveaux-là. Donc, on voit comme ça ces signes progressivement qui commencent à traduire un début de ralentissement de l'emploi. Et donc, il est possible aussi, du coup, que l'économie soit elle-même en train de ralentir. Quand vous regardez, par exemple, certains indicateurs. Là, on n'a pas les ventes au détail, par exemple. Il n'y a pas eu de progression en avril, alors que le consensus tablait sur une progression de 0,4%. La production industrielle également. Le mois précédent, on était à plus 0,4 de croissance. Ça a révisé à plus 0,1, par exemple. Là, on attendait plus 0,1 pour le mois d'avril. On a eu plus 0. Mais on a des petits chiffres comme ça, plus l'ISM Service, ça j'en ai parlé. Et puis, on a également des indices d'activité communiqués par les Fed régionales, la Fed de Philadelphie et d'autres, où on voit
une forme de ralentissement quand même se mettre en place dans certains indicateurs avancés également régionaux. Donc on a quand même le sentiment qu'on est peut-être en train de percevoir les premiers effets du ralentissement de l'économie américaine, qu'on voit aussi au travers du marché de l'emploi, mais avec une inflation donc, qui certes a fait des progrès depuis le pic, mais on rappelle seulement 0,5% d'amélioration sur l'inflation cœur, CPI, donc une des mesures de l'inflation aux États-Unis, en l'espace de 8 mois. Et donc le tempo de ce ralentissement de l'inflation, pour l'instant, n'est pas compatible avec une baisse de taux. Et c'est là qu'on en vient aux déclarations des membres de la Fed. On a surveillé ça justement après la publication des chiffres mardi. Que pensaient les membres de la Fed de ces progrès réalisés sur l'inflation? Et ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est qu'aucun d'entre eux n'a, que ce soit des membres plus colombes ou plus faucons, alors évidemment les colombes ont des messages un peu plus soft que les faucons, mais même ceux qui sont assez centristes, tous disent oui, il y a des progrès sur l'inflation, mais on n'a pas encore atteint un degré de confiance suffisant. C'est l'expression qui revient souvent, ça. On n'a pas encore atteint un degré de confiance suffisant pour commencer à baisser les taux, degré de confiance suffisant sur la vitesse du retour de l'inflation à 2%. Alors, non pas que la Fed attendra les 2% d'inflation pour baisser les taux, ça c'est évident que non, mais ce qu'ils attendent, c'est que l'inflation et réaliser suffisamment de progrès et qu'il y ait suffisamment d'indications un peu globales sur l'activité, sur l'emploi, sur l'activité dans les services notamment. Et donc, il faudra encore quelques publications de chiffres d'inflation. Peut-être encore probablement 2 ou 3 mois de publication d'inflation pour que la Fed ait vraiment la quasi-certitude qu'il faudra baisser les taux. Et donc, probablement que ces taux commenceront à baisser à la rentrée. On voit d'ailleurs après les chiffres d'inflation que le consensus de marché, quand on regarde le positionnement des futurs Fed Funds, c'est septembre qui apparaît comme étant désormais le mois probable pour une première baisse de taux. Donc on voit qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir, alors que la BCE, elle, baissera ses taux. C'est une quasi-certitude à 99% au mois de juin. Donc on le disait, les membres de la Fed, une d'entre elles, une membre, Mester, elle s'appelle Mester, elle a même dit que le risque actuellement portait toujours sur la partie inflation du mandat de la Fed. Ça, c'est une phrase importante. Vous savez que la Fed elle a un double mandat sur l'emploi et sur l'inflation. Et Powell a régulièrement rappelé que si on avait des signaux de dégradation assez rapide du marché de l'emploi, que cette partie du mandat se dégradait rapidement, ce serait un critère pour baisser les taux, même si l'inflation n'est pas encore à 2%. Et Mester, elle dit quelque chose d'important. Elle dit, à ce stade, alors c'est un jugement personnel, hein, il y a plusieurs membres du FOMC, plusieurs membres de la Fed, mais Mester, elle dit que selon ses critères à elle, les risques actuellement portent toujours sur la partie inflation du mandat. En gros, on n'a pas fait suffisamment de progrès et elle explique que l'économie américaine est suffisamment résiliente en l'état actuel pour maintenir la politique monétaire restrictive sur les niveaux actuels. Elle s'inquiète plutôt d'un risque un peu de stagnation, voire de rebond de l'inflation. Donc ça, c'est clairement des propos qui ne sont absolument pas propices à une baisse de taux imminente. Barkin aussi, un autre membre de la Fed qui s'appelle Barkin, lui explique que l'histoire, c'est ses propos, hein, je cite ce qu'il dit, l'histoire racontée par l'inflation est plus long terme que l'interprétation qu'en font les marchés. Et vous voyez, c'est intéressant, ça en gros pour lui, même principe, hein, l'inflation, il faudra encore ce sera sur le moyen terme qu'on verra les progrès réalisés, c'est pas une histoire de très court terme. Et vous voyez, il implique la notion de marché il compare ça au positionnement des marchés, que ce soit le marché obligataire via les rendements américains sur les obligations, les obligations américaines, et les 10 ans américains, 30 ans américains, et aussi peut-être un peu les marchés actions. Et c'est pas ça commence à être désormais, c'est la deuxième fois en tout cas qu'on entend un membre de la Fed, deuxième voire même troisième fois en l'espace de quelques jours, qu'on entend un membre de la Fed faire référence au marché. Il y a quelques jours, c'était Kashkari par exemple, un membre de la Fed, Kashkari, qui expliquait que un seul chiffre sur l'emploi un peu plus faible et l'exubérance revenait sur les marchés. En gros, les marchés saluant la détente du marché de l'emploi comme étant une bonne nouvelle qui peut être annonciatrice de baisse de taux. Et donc, ces membres de la Fed, eux, ils sont un peu en train de dénoncer ça, de dire en gros le marché des comportements qui sont un peu irrationnels par rapport au progrès réalisé sur l'emploi. C'est-à-dire que oui, le marché de l'emploi a montré quelques petits signes, mais on n'a pas encore la conviction qu'il est suffisamment détendu pour que les salaires ne progressent plus à des 4% et quelques, mais plutôt des progressions plus proches des 2 à 3%, un rythme plus en ligne avec l'objectif d'inflation de 2%. Vous voyez, il y a aussi des références comme ça au marché, comme si certains membres de la Fed, et c'est assez nouveau de l'entendre, se poser des questions voilà, sur l'attitude des marchés, peut-être sur les prises de risque sur certains marchés, marché actions par exemple, le niveau des marchés actions américains, souvent là décrit dans les podcasts, ce sont des actions qui
qui sont relativement chers désormais. Les multiples de valorisation, vous les avez à 26 fois les bénéfices, enfin un tout petit peu moins de 26 fois les bénéfices sur les bénéfices réalisés et 21 fois les bénéfices anticipés quasiment. Donc je vous rappelle que par exemple après l'énorme euphorie post-Covid en 2021, on avait atteint 23 fois les bénéfices et c'était une mini-bulle qui s'était formée. Et derrière, il y avait des corrections de 20 à 30%. Là, on remonte à nouveau dans des zones de valorisation de 21 fois les bénéfices. Donc c'est un marché qui est cher et qui donc aura raison si effectivement l'économie américaine est vraiment résiliente jusqu'au bout, que l'inflation baisse rapidement et que la Fed commence à baisser ses taux dans pas longtemps. Mais on rappelle que depuis le début de l'année, il y a eu quand même de sacrés changements d'anticipation au niveau des baisses de taux. Je vous rappelle qu'en début d'année, fin d'année dernière et début d'année, donc, le marché pensait qu'il y aurait 6 à 7 baisses de taux cette année. Pour l'instant, on est toujours à attendre la première baisse de taux et elle pointera peut-être le bout de son nez à partir de septembre. Donc, vous voyez, ça a quand même drôlement changé. Et jusqu'à présent, ce qui plaisait quand même au marché, c'est qu'effectivement, même si le marché s'était trompé dans ses anticipations de baisse de taux, comme l'économie jusqu'à présent est plutôt résiliente, ça ne posait pas trop de problèmes au marché. Mais désormais, et on verra ce qu'il en est des prochaines publications macroéconomiques américaines, mais désormais qu'on commence peut-être à voir, on en a parlé, les ventes de détail, la production, les indices d'activité type ISM Service qui ralentissent, qui sont un peu moins bons que le consensus, eh bien, est-ce qu'on n'est pas en train d'une nouvelle phase où finalement la politique monétaire restrictive commence à mordre un peu plus dans l'économie et donc va la ralentir sans pour autant qu'immédiatement les baisses de taux commencent à s'appliquer. Et est-ce que là, ce n'est donc pas le terrain favorable pour que le marché action, notamment les actions américaines, consolide un petit peu, sans forcément retomber de 20%, mais consolider, ça veut dire par exemple faire des drawdowns de l'ordre de 5 à 10% dans des ranges comme ça, ou dans des variations pendant quelques semaines ou quelques mois, dans des zones où ça ne monte plus, ça ne baisse pas un peu très fortement, mais en tout cas la tendance haussière des derniers mois qu'on a vue commencerait à marquer un peu le pas. Moi, je trouve que ce serait le scénario assez convenable par rapport à cette situation. Si réellement une économie américaine commence à baisser un petit peu, que l'inflation ne baisse toujours pas, enfin l'inflation elle ralentit, mais que les taux de la Fed ne baissent toujours pas, ça peut être une phase un peu de questionnement de la part du marché sur justement à partir de quand la Fed baissera ses taux, parce que l'on commencerait à avoir peut-être un petit peu là des signaux de ralentissement de l'économie. Donc voilà pour ce gros thème de la semaine qui étaient ces chiffres d'inflation. On a aussi une surprise assez moyenne sur les prix à l'importation aux États-Unis. C'est pas une grosse donnée de prix qu'on regarde. Évidemment, ce qu'on regarde la Fed. La Fed regarde les indices de prix à la consommation principalement, donc c'est ce qu'on regarde. Mais les prix à l'importation, c'est quand même une marque. C'est un des indices de prix qui est disponible, qu'on surveille donc, et donc il traduit la hausse du prix des marchandises importées sur le sol américain. Et donc on a, ça peut être des matières premières liées à l'énergie, des choses comme ça, et on a donc plus 0,9% au mois d'avril. Plus 0,9%, c'est la plus forte hausse depuis 2022. Donc c'est quand même une forte hausse mensuelle depuis 2022. C'est 3 fois le consensus. Consensus attendait plus 0,3. Et donc ce genre de petites statistiques qui passent parfois un peu sous les radars, celle-ci, elle ne tombe pas dans la bonne case pour l'instant. C'est une case qu'on n'aimerait pas voir, que la Fed, je pense, ne veut pas trop voir. Même si ce qui compte in fine, c'est au bout du processus, comment tout ça se traduit sur le prix à la consommation. Nous sommes bien d'accord. Mais si en amont, les pressions sur quelques mois réapparaissent un petit peu, eh bien, n'y a-t-il pas effectivement quelques petits signaux à surveiller quand même qui entraînerait derrière peut-être une résilience de l'inflation ensuite, peut-être un peu plus durable que ce que le marché par exemple anticipe. Donc ça c'est un élément aussi qu'on a noté cette semaine. Ensuite il y a eu le gros thème de la Chine. La Chine a annoncé, il y a eu deux choses. Il y a d'un côté un énorme programme d'emprunt qui a été annoncé par les autorités chinoises, 1000 milliards de yuan, c'est 140 milliards de dollars empruntés entre maintenant et le mois de novembre. C'est le 4e plus gros emprunt réalisé par la Chine sur les 25 dernières années. Et la dernière fois qu'il y a eu un emprunt aussi important, c'était en 2020 lors du Covid. Ce qui montre bien que la Chine est vraiment en train de prendre à bras le corps le problème un peu de manque de croissance, de la défiance un peu des consommateurs. Même si on voit que les indices à actions sont repris, que les indices d'activité se sont stabilisés, sont même repartis, il y a quand même une volonté des autorités chinoises de commencer à couper un peu le sentiment négatif qui règne, notamment au niveau de la demande intérieure. Et donc, un gros emprunt qui est fait comme ça, c'est évidemment pour stimuler l'économie. Et une des mesures qui est envisagée, qui sera très probablement réalisée dans les mois qui viennent, c'est que les gouvernements locaux en Chine auront la possibilité de procéder à des achats immobiliers. C'est-à-dire que les gouvernements locaux pourront acheter des barres d'immeubles, des quartiers entiers qui n'ont pas été vendus
pour en prendre possession et revendre ensuite à des prix inférieurs aux Chinois, donc, ces appartements ou ces maisons. L'idée étant donc en quelque sorte de redonner du pouvoir d'achat aux Chinois par cette manière-là, et aussi de leur redonner confiance. Le problème de la Chine, notamment en termes c'est un problème de demande intérieure qu'elle a surtout. C'est pas tellement un problème de production en ce moment ou autre. On voit que la production est plutôt bien efficace et même presque trop. La preuve en est, on va en parler dans quelques instants, les questions d'exportation, de véhicules électriques, choses comme ça qui posent problème aux États-Unis et à l'Europe. Le problème de la Chine, c'est surtout que les Chinois retrouvent confiance, en fait, que la demande intérieure soit stimulée. Donc, vous voyez, on voit le lien entre le gros emprunt qui va être réalisé et puis ce qu'on pourrait presque qualifier de quantitative easing sur quantitative easing sur les biens immobiliers en Chine qui n'ont pas trouvé preneur pour stabiliser ce marché immobilier un peu plus et redonner aussi une forme de pouvoir d'achat aux Chinois. Donc ça, c'était les annonces réalisées par la Chine cette semaine, donc c'est important. Mais en face de ça, on voit aussi que les tensions sont en train de grimper entre les États-Unis et la Chine sur le front commercial. On est en période de campagne électorale aussi aux États-Unis. Les élections aussi européennes vont pas tarder à arriver. On voit que ça s'est quand même pas mal musclé de ce côté-là au niveau des discours et les États-Unis ne se sont pas arrêtés au discours. Ça a été des annonces qui ont été réalisées cette semaine sur des taxes qui ont été multipliées par 4 sur les importations de véhicules électriques chinois et d'autres segments des exportations chinoises ont aussi été visés. À ce stade, la Chine s'est contentée de répliquer oralement. Voilà quelques phrases, évidemment pas très agréables, mais pas encore de mesures de rétorsion. Donc c'est ce qu'on va surveiller dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce que la Chine passera à un degré différent de la rhétorique et communiquera sur d'éventuelles sanctions sur du coup, les exportations américaines sur le territoire chinois. C'est ce que nous verrons. Ça peut un peu peser cette ambiance-là sur le luxe. Alors vous me dire pourquoi le luxe alors que ça touche les États-Unis? Parce que l'Europe, très probablement, va aussi annoncer des mesures, je ne dis pas similaires, mais aussi des mesures concernant les mêmes catégories de produits pour protéger ces marchés. Et donc, voilà, peut-être que ce qu'on voit actuellement sur le luxe, un peu de défiance comme ça, c'est pas énorme, mais on voit que ça n'accélère pas à la hausse depuis quelques temps. Ça peut aussi être lié à peut-être à certaines craintes que la Chine commence peut-être à muscler un peu le ton aussi par rapport à ces mesures décidées aux États-Unis et peut-être probablement envisagées également en Europe. Voilà pour cette semaine. Dernier petit point, après on termine par le programme pour la semaine prochaine. C'est l'épisode, l'espèce d'un peu de réplique, d'écho qu'on a eu sur ce qu'on appelle les mêmes stocks, c'est-à-dire ces valeurs qui ont fait beaucoup parler d'elles en 2021, les valeurs comme GameStop, comme AMC. C'est des valeurs qui sont très populaires sur les réseaux, qui étaient montées à des niveaux absolument stratosphériques en 2021 dans cette euphorie post-Covid où l'argent coulait à flot, où les taux étaient à 0%, où tout le monde faisait de la bourse de manière complètement débridé. Eh bien, on a retrouvé cette semaine comme ça pendant 2-3 jours des exagérations, il faut dire ce qui est sur la plupart de ces valeurs-là, et on voit qu'en fin de semaine, sur la deuxième partie de la semaine, ça s'est quand même calmé. J'avais fait un article à ce sujet, ceux qui veulent le lire, vous le retrouvez sur le site web de IG France, il y a une rubrique consacrée aux articles et idées de trading, donc je l'ai posté là-dedans, et puis également sur le compte Twitter que j'alimente régulièrement. J'ai un compte Twitter que vous pouvez suivre pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et sur lequel je mets les liens vers les différents articles. Donc j'avais écrit un petit article là-dessus pour expliquer pourquoi très très probablement cet épisode de fièvre temporaire qu'on a eu sur les mêmes stocks, donc ces valeurs américaines et autres aussi, on va dire populaires sur les réseaux, mais qui sont des valeurs un peu fragiles au niveau bilanciel ou autre, pourquoi il y avait très très peu de chances que ça devienne l'incroyable envolée qu'on avait connue en 2021, parce que les conditions monétaires ne sont absolument pas les mêmes aujourd'hui, les taux ne sont pas les mêmes, la liquidité disponible n'est pas la même, donc très très différent, et c'est pour ça que je ne crois pas à une deuxième bulle de ce côté-là. On finit en quelques secondes par le programme pour la semaine prochaine. Donc début de semaine assez calme, on aura quand même un petit discours de Jérôme Powell dimanche. Voilà, on ne sait pas s'il parlera de politique monétaire ou autre, mais sachez en tout cas qu'il parlera dimanche. Lundi, pas de grosses stats macroéconomiques, mais pas mal de déclarations de membres de la Fed. Il y a pas moins de 4 membres de la Fed qui vont s'exprimer lundi, donc ils sont très actifs en ce moment, ils parlent beaucoup. Il faut quand même écouter ce qu'ils ont à dire parce que ça compte en termes de sentiments. Mardi, on aura un discours de Christine Lagarde, on aura des chiffres d'inflation pour le Canada, ceux qui traitent sur les devises incluant du dollar canadien ou des actifs libellés en dollar canadien, des indices ou autres, des actions. Sachez que l'inflation au Canada sera connue. On aura encore mardi 4 autres speakers de la Fed qui vont parler, donc ils sont vraiment très nombreux en début de semaine. Mercredi, on aura l'inflation au Royaume-Uni, sujet important aussi. On aura également le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ce sont donc les minutes de la Fed mercredi soir à 20h. Jeudi, on aura tous les PMI flash, donc les premiers chiffres PMI, donc les fameux indices d'activité avancés pour la zone euro et pour les États-Unis, aussi bien pour la partie manufacturière que la partie service. Et on finira vendredi avec les ventes au détail au Royaume-Uni et les commandes de biens durables aux États-Unis. À tous, un excellent week-end.